La séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal du 6 juillet 2020 est ouverte. Il est 19h03. Alors, je vous cède la parole, Monsieur le maire, pour le mot des élus. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement virtuel de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal du 6 juillet 2020. Si la tendance se maintient, la prochaine séance, celle qui aura lieu le mardi 8 septembre, se tiendra en personne. On a bien hâte de vous voir, si la tendance se maintient. Bon, on verra d'ici là si c'est possible, mais jusqu'à maintenant, on a bon espoir que ça arrive. L'été est enfin arrivé, en tout cas on sent bien la chaleur ces jours-ci, mais malgré la réouverture des commerces et la reprise progressive de l'ensemble de nos activités, la pandémie, elle, n'est pas partie. Donc elle reste parmi nous, latente. Elle attend juste le moment où nous allons baisser la garde pour revenir nous hanter. C'est pourquoi nous sommes très heureux que le couvre-visage devienne obligatoire non seulement dans les transports en commun, là, mais aussi dans les lieux publics fermés, là, tels que l'a annoncé la mairesse un peu plus tôt dans la journée. Samedi dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs commerçants avec la mairesse Plante de la rue Saint-Denis, de l'avenue du Mont-Royal, et on a perçu un consensus très fort auprès d'eux sur l'importance de rendre le couvre-visage obligatoire et surtout de ne pas leur imposer le fardeau uniquement sur leurs épaules là, pour appliquer cette directive-là. Donc, c'est quelque chose qui est très important, à la fois pour leurs employés, à la fois pour nous assurer de ne pas avoir ou d'avoir une très faible deuxième vague et surtout pour éviter, il n'y a personne qui veut vivre un reconfinement. Les activités reprennent, les commerçants reprennent espoir, les entreprises en général, mais évidemment, un deuxième confinement serait fatal pour une très grande partie des entreprises. Donc, on veut éviter ça et le port du couvre-visage est un moyen efficace et nécessaire pour le faire. Pour poursuivre sur la question du commerce, les restaurants sont ouverts, les commerces sont ouverts depuis le 25 mai, les restaurants seulement depuis le 22 juin. Les bars, c'est venu un peu plus tard. Donc, pour les entreprises comme les restaurants et les bars qui ont fermé un mois de plus que les autres, c'est un défi colossal de survivre à la pandémie. Et c'est pour ça qu'ils nous ont demandé, notamment, là, de réduire nos tarifs pour les terrasses, d'élargir l'espace public pour qu'ils puissent avoir des plus grandes terrasses, compte tenu que le nombre de personnes à l'intérieur est très limité, pour qu'ils puissent un peu essayer de se rattraper. Alors, on a fait tout ça avec un tarif unique à 50 $, avec des terrasses beaucoup plus grandes sur toutes nos grandes rues commerciales, là, Saint-Laurent, Saint-Denis, Mont-Royal. Et dans les nombreuses discussions que j'ai eues au cours des derniers jours, là, je peux vous dire que l'espoir est revenu auprès de ces entrepreneurs qui ont bien confiance, qui les premiers jours, il y a eu beaucoup de monde, ils ont fait des bonnes affaires. Et une autre chose que je veux dire qui est importante, c'est que les inspecteurs de la Commission de la santé et sécurité du travail sont passés sur l'avenue du Mont-Royal et ils ont trouvé que les aménagements sécuritaires, là, que nos entrepreneurs du plateau respectent les règles sanitaires. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. On est très heureux de ça. On sait qu'on a des entrepreneurs responsables. On a aussi, évidemment, assoupli les règles pour les terrasses qui sont sur les rues piétonnes ou les rues partagées parce qu'il n'y a pas de véhicules, donc, ou très peu, où la vitesse est réduite. Donc, les enjeux de sécurité sont moins importants. Donc, là, vous l'avez vu, si vous êtes allé sur l'avenue du Mont-Royal, là, il y a des terrasses qui sont balisées simplement par une petite corde ou une petite chaîne avec des chaises directement sur le sol. Donc, vraiment pour accommoder, mais aussi pour rendre notre rue vivante. Il y a plein de monde maintenant sur l'avenue du Mont-Royal. C'est vraiment super. Donc, j'entre sur le sujet de la piétonisation de l'avenue du Mont-Royal qui a fait couler beaucoup d'encre ou écouler beaucoup de temps sur les médias sociaux depuis l'annonce qu'on a faite de la piétonisation de l'avenue. Un projet de cette envergure-là, de cette complexité-là, aurait exigé plusieurs mois de planification et de consultation pour le réaliser, mais malheureusement, on n'avait pas ce temps-là disponible. Comme l'a bien exprimé le directeur général de la Société de développement commercial, l'Avenue du Mont-Royal, qui est l'association qui représente et qui regroupe les commerçants de l'avenue, la pire chose aurait été de ne rien faire. La pire chose pour les commerçants aurait été le statu quo.
Donc, jusqu'à maintenant, on remarque qu'il y a du monde sur l'avenue du Mont-Royal. Depuis le début, on dit on veut qu'il y ait du monde, mais pas trop, parce qu'on veut pouvoir respecter la distance physique de 2 mètres. Et jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a du monde, mais pas trop, ce qui permet justement de respecter la distance physique de 2 mètres et d'avoir un achalandage important pour assurer la survie de nos commerçants du quartier. On sait que le projet génère toutes sortes d'impacts positifs et négatifs, autant pour les citoyens que les commerçants. On a déjà apporté une première série d'ajustements sur les rues les plus problématiques et on continue l'implantation des ajustements qu'on a identifiés depuis une semaine ou deux pour être capable d'apporter des mesures correctives. Nos équipes ont fait une visite terrain avec le service de police, avec la Société de développement commercial, nos équipes à l'urbanisme, aux travaux publics, les équipes du service de l'urbanisme de la ville, vraiment pour identifier les enjeux et être capable d'y apporter des correctifs. Et on en a apporté une série, on continue. On travaille tous en étroite collaboration pour essayer de régler les problèmes au fur et à mesure, et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on va continuer à faire tout au long de l'été. Une bonne nouvelle, les cônes oranges ont cédé leur place aux bollards verts. Il était à peu près temps. On avait bien hâte de les voir disparaître. Sur le plan économique ou commercial, je pense que c'est important de souligner que l'achalandage, il y a plus d'achalandage sur l'avenue du Mont-Royal que sur n'importe quelle rue à Montréal. Donc, ce n'est pas parce que le gouvernement a décrété l'ouverture possible des commerces le 25 mai que les clients étaient automatiquement au rendez-vous. Les gens, ils sont encore inquiets. Je pense que le port du couvre-visage va aider à reprendre confiance pour que les gens puissent aller dans les commerces, mais il y a encore beaucoup de craintes et d'incertitudes. Et pour nous, la piétonisation visait à amener des gens sur l'avenue du Mont-Royal puis à soutenir le commerce local. Et jusqu'à maintenant, il y a beaucoup plus d'achalandage sur l'avenue que sur les autres rues commerciales, pas seulement sur le plateau, mais à Montréal. Plusieurs commerçants qui étaient sceptiques au début ont repris espoir parce qu'ils voient des nouveaux clients découvrir leur place d'affaires, donc des clients qu'ils ne connaissaient pas. Je ne veux pas du tout laisser entendre que tous les commerçants sont en faveur du projet. C'est pas vrai, mais il y en a de plus en plus. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'on voit avec l'expérience. Plusieurs des critiques qu'on a reçues, c'était sur la qualité de l'aménagement, les cônes oranges, les trucs n'étaient pas installés. Et là, je pense que plus le projet avance, plus qu'on améliore les aménagements. Depuis 2 jours, on est en train d'installer des aires de détente, différents types d'aménagements physiques sur l'avenue. Et il va y avoir 30 œuvres d'art qui vont être peintes au sol, qui vont la rendre belle, l'avenue du Mont-Royal. Et je pense qu'on va commencer là, dans une semaine ou deux à vraiment voir tout le potentiel de ce projet. Sur la présence des cyclistes, j'ai un peu l'impression de revivre le début de la pandémie où je recevais des messages à chaque jour de gens qui me disaient à tel parc, les gens ne respectent pas le 2 mètres, à tel endroit, les gens ne respectent pas le 2 mètres. C'était vraiment intense. Et je reçois un peu des messages de ce type-là sur l'avenue du Mont-Royal, sur le fait qu'il y a des cyclistes qui roulent sur leur vélo alors que c'est interdit. Donc, je reçois autant de messages comme ça que de gens qui nous disent franchement, il n'y a pas tant de monde que ça sur l'avenue du Mont-Royal. Les cyclistes devraient pouvoir rouler, au moins pendant les heures de moins grande fréquentation, etc. Donc, je veux juste vous dire que comme pour les parcs, la mesure de distance physique, comme pour toute notre réglementation, ce n'est pas nous qui appliquons les règles, c'est le SPVM, le service de police, qui a le mandat d'appliquer les règlements. Et comme pour la question de la distance de 2 mètres, quand il y a une nouvelle réglementation, bien, au début, ce que font les policiers, c'est de la sensibilisation. Ils expliquent aux gens qu'ils n'ont pas le droit de rouler à vélo. Ils expliquaient aux gens qu'ils n'avaient pas le droit de ne pas être à 2 mètres de distance dans les parcs. Et ensuite, quand il y a eu une période de sensibilisation, il y a des constats et ils vont commencer à sévir. Donc voilà. Donc le projet, je veux rappeler que le projet de l'avenue du Mont-Royal, c'est un projet évolutif. Donc à mesure qu'on voit les choses évoluer, on observe, on est très présent, nos élus sont très présentes sur le terrain à chaque jour avec la Société de développement commercial. On regarde ce qui se passe, on réfléchit et éventuellement, s'il y a des ajustements à faire, on va les faire comme depuis le début du processus.
Ce que je veux aussi dire pour l'avenue du Mont-Royal, c'est qu'on est en train de travailler avec la Société de développement commercial. Donc, déjà, on a du comptage piéton, donc à 4 endroits dans le plateau parce qu'on veut des données. Et on va recueillir un ensemble de données, des informations importantes qui vont nous aider à nous ajuster en cours de projet, mais aussi à faire l'évaluation en fin de projet pour évaluer l'expérience, non pas seulement sur les opinions de chacun, chacune ou les préférences individuelles, mais sur la base de données probantes. Donc, on va travailler vraiment avec des firmes externes pour nous aider à documenter, recueillir des données et qu'on puisse faire une analyse rationnelle de ce projet-là, de ses impacts retombés, des enjeux, etc., pour voir si éventuellement on veut reproduire en tout, en partie ou pas du tout l'expérience l'année prochaine. Donc, voilà pour l'avenue du Mont-Royal. Je veux vous glisser un mot sur un autre grand projet sur une rue commerciale qui est en réalisation, là, qui est un projet beaucoup porté par ma collègue Marianne Giguère, là, qui est le réseau Express Vélo. Donc, un grand projet, lui, n'est pas arrivé dans un contexte d'urgence pendant la pandémie. C'est un projet qu'on planifie de longue date et qui arrive enfin dans le plateau. Donc, c'est le 3e tronçon qui va être réalisé du réseau Express Vélo. Et comme je me suis engagé auprès des commerçants, les travaux vont commencer dans le plateau, donc au sud de la rue Guilford, après la fête du travail. Donc, les commerçants vont pouvoir laisser leur terrasse. Ils nous ont dit juillet, août, nous, c'est la possibilité de se refaire un peu. Donc, s'il vous plaît, venez pas faire des travaux pendant cette période-là. Et on s'est assuré que les travaux n'allaient pas débuter avant la fête du travail. Donc ça, je pense que ça a été très bien accueilli de leur part. Et en plus, cette année, on a permis d'avoir des terrasses sur le côté ouest de la rue Saint-Denis, ce qui n'était jamais permis parce que c'était une voie cyclable direction sud vers le centre-ville en matinée. Et là, on permet des terrasses, donc des nouvelles terrasses qui apparaissent sur la rue Saint-Denis. Donc, si ça fait un petit bout que vous n'êtes pas allé, je vous invite à aller faire un tour. C'est fort agréable. Et je vous invite aussi à aller découvrir les magnifiques terrasses du boulevard Saint-Laurent. Presque en terminant, je dirais qu'à la demande de nombreux commerçants et associations de commerçants, on aménage actuellement une rue partagée sur la rue du Luth entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Hubert. Et on planifie de faire de même sur des tronçons des rues Fairmount, Saint-Viateur et Bernard dans le Myland. Donc, Richard Ryan vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et là, c'est vraiment les commerçants qui nous demandent d'installer. Et nous, on essaie de suivre le rythme parce qu'on a beaucoup de projets dans le plateau cette année, mais on n'a pas plus, notre équipe n'est pas plus nombreuse. Donc, on fait vraiment tout ce qui est possible là, pour répondre aux demandes et donner un coup de pouce à nos commerçants qu'on apprécie beaucoup. En terminant, je veux aussi remercier les nombreuses personnes qui nous ont transmis un avis écrit dans le cadre de la consultation sur le projet de règlement relatif à l'encadrement des bâtiments résidentiels. On a reçu plus de 300 réponses écrites sur notre projet de règlement. Donc, plusieurs commentaires, plusieurs questions fort pertinents. Donc, nous, on va prendre les prochaines semaines pour analyser tout ça. Il y a beaucoup de contenu et on devrait être en mesure d'arriver avec une version amendée lors du prochain conseil d'arrondissement du 8 septembre prochain. Donc là-dessus, je vous souhaite un bon conseil d'arrondissement et je passe la parole à ma collègue Josefina Blanco. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Moi aussi, avant les congés pour l'été, je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous en parler de plusieurs dossiers culturels en relation au développement social, sport, loisirs et finir avec une annonce qui concerne plus la mobilisation citoyenne. Donc, tout d'abord, je tenais à faire un retour concernant les dossiers culturels. On va aller voir tout à l'heure au dossier 20.02 et 20.04, les dossiers qui concernent les appels culturels. Au début de l'année, nous avons eu une première appel de projet, comme nous avons d'habitude dans le cadre de notre programme de soutien aux actions culturelles. Et à ce moment-là, 11 projets ont été retenus pour cet été. Avec l'arrivée de la pandémie, il a fallu les évaluer en concertation avec les artistes et les organismes concernés pour voir si ces projets pouvaient avoir toujours lieu dans ces nouveaux contextes. Donc, sur 11 projets, 5 vont avoir lieu et 6 vont être reportés à l'année prochaine. Nous avons créé un nouveau fonds
culturel spécial COVID en partenariat avec la Caisse des Jardins du Plateau Mont-Royal et dont un fonds dont les maires et moi-même on vous en parlait lors du dernier conseil. Déjà, un appel adapté déjà à ces nouveaux contextes. Et donc, cette enveloppe était dotée de 70 000 $ et chaque partenaire participait avec 35 000 $. Nous avons eu une participation record. 111 projets ont été déposés, 11 projets ont été sélectionnés. Et donc, avec les 12 appels de projets que nous avons eus cette année, plus de 70 représentations culturelles vont avoir lieu pour continuer à soutenir nos artistes locaux, nos souvenirs culturels et continuer à offrir aussi aux résidents du plateau Mont-Royal une vie culturelle riche et variée, et c'est même en toute sécurité et même si nous sommes en gestion des pandémies. Et je pense que c'est à l'image de notre arrondissement soutenir nos artistes et nos organismes culturels. Donc, pour vous donner quelques exemples, nous allons avoir de la musique de chambre, du jazz, de musique de chambre et des textes issus des cultures juives et yiddish. Une invitation, pourquoi pas, à découvrir la culture afro-colombienne à travers les contes, la danse, la musique, une chasse au trésor littéraire et illustrée, et des contes pour les tout petits, des expositions extérieures de photographies, des pièces de danse et spectacles de cirque ambulants. Donc, bref, attendez-vous cet été aussi à une offre variée quant aux manifestations culturelles pour toutes et tous et un peu partout notre territoire. Donc, il y a un autre dossier qui concerne évidemment la culture, mais qui concerne aussi notre beau parc La Fontaine. C'est le théâtre des verdures, mais je vais laisser les soins tout à l'heure à ma collègue Marianne Giguère de nous en parler un petit peu plus en détail. Donc, ce soir, je vais poursuivre avec les dossiers dont je souhaitais attirer votre attention. Il s'agit du dossier aussi 20.06. C'est le projet d'intervenante en soutien communautaire autochtone. On sait tous et toutes que dans notre arrondissement, on a la présence de différentes communautés autochtones, des personnes qui sont très, très vulnérables et qui sont aussi en situation d'itinérance. Et donc, nous croyons que ces populations méritent, qui ont des besoins très particuliers, méritent des services culturellement adaptés. Donc, c'est la 12e fois que l'organisme Mission Execo, en collaboration avec Réseau autochtone de la communauté autochtone de Montréal, dépose une demande à la Ville-Centre au service de la diversité et l'inclusion sociale. Et donc, du départ, de la première demande qui a été déposée l'année dernière, l'arrondissement a déjà participé à compléter les budgets qui totalisent 90 000 $. Et donc, nous sommes fiers de continuer à soutenir ces projets qui répondent à un besoin réel qui est toujours présent et surtout qui vient soutenir ces personnes en situation de grande vulnérabilité les soirs et la fin de semaine, quand il y a moins d'organismes communautaires qui sont ouverts ou qui donnent des services adaptés à leurs besoins. Donc, je suis très, très fière de continuer à soutenir ces projets, toujours pertinents. Maintenant, je fais aussi une petite mention en relation au camp du jour. Nous avons aussi suivi toutes les annonces du gouvernement provincial et avec l'annonce du retour des camps du jour, bien évidemment, nos organismes partenaires se sont mis à la tâche et ont travaillé très, très fortement pour pouvoir ouvrir cet été et pour évidemment répondre aux mesures de la santé publique. Donc, tout d'abord, je vais vraiment remercier nos 3 organismes partenaires, la Relance Tout Neuf, les Centres du Plateau et aussi l'association récréative Milton Park. Ceci dit, je profite aussi de l'occasion à lancer un appel aux familles qui ont eu la chance d'avoir des places. Et vraiment, qui ont eu la chance, je dis, parce qu'on le sait tous et toutes, les places s'envolent, ça va vite et tous les organismes doivent faire la gestion de longues listes d'attente. Ça amène aussi, ces gestions de listes, ça amène beaucoup de travail à nos partenaires. Donc, aux familles qui peut-être ont réservé des places, ont réservé quelques semaines, qui finalement ne vont pas utiliser,
s'il vous plaît, appelez l'organisme partenaire, annulez la place. Vous allez de plus donner l'espace à notre famille qui a vraiment besoin de quelques heures de répit, de quelques semaines, de camps de jour, comme tout le monde, parce que cet été, les plans de plusieurs familles ont été aussi bouleversés, peut-être dernière minute, peut-être pas, mais s'il vous plaît, soyons solidaires entre nous aussi. Et donc, je voulais aussi faire une courte mention à une mobilisation citoyenne, à un forum ouvert et non partisan pour les citoyens et citoyennes du quartier pour qu'ils puissent aborder des enjeux qui les préoccupent. L'environnement, les logements, les inégalités sociales, pourquoi pas la gestion de la pandémie. Il s'agit d'À nous les plateaux. En 2019, ces forums, il y a eu l'organisation d'un premier forum qui a rejoint plus de 250 personnes. Nous y étions présents, nous étions plusieurs cellules de l'arrondissement du Plateau présentes et nous avons participé avec beaucoup d'intérêt. Donc, ce soir, je voulais aussi vous annoncer qu'il va y avoir un deuxième forum ouvert cette année, la dernière fin de semaine du mois d'août, les 28, 29 et 30 août. Et bien évidemment, en respectant les mesures sanitaires. Donc, la formule cette année sera sûrement hybride. Ça va permettre les présentiels et les virtuels. Donc, ceux et celles qui sont intéressés, je vous invite à rester à l'affût des informations à venir sur le site anousleplateaux.org. Je pense que c'est tout pour moi. Donc, je vous souhaite un bon conseil et un bon été. Merci. Merci, Joséphina. Donc, je passerai maintenant la parole à Richard Ryan. Merci, Monsieur le maire. Donc, je voulais vous entretenir ce soir de 3 points. D'abord, sur un projet qu'on va voter en première lecture, un projet dérogatoire de construction au 4535 Papineau. C'est le point 40.06. C'est un projet dérogatoire un bâtiment d'un étage, donc qui sera rajouté 2 autres étages. Donc, ça va permettre au site de se densifier avec 18 unités de logement de plus. Et par le fait qu'il soit en dérogation, on négocie comme la politique locale d'inclusion en logement social. On négocie avec le promoteur pour une contribution financière pour répondre à notre politique locale d'inclusion. Donc, avant la deuxième lecture, dans les prochains mois, les autres conseils, il y aura la deuxième lecture. Il y aura aussi une assemblée publique pour les citoyens qui voudront émettre une opinion sur ce projet-là. Et avant la deuxième lecture, donc, nous aurons négocié avec le promoteur un montant qui va répondre à la politique d'inclusion locale du Plateau Mont-Royal, qui est assez audacieuse. On rappellera que cette politique-là est toujours en vigueur jusqu'à temps qu'on ait un règlement à la Ville de Montréal qui va être tout azimut pour tout projet de construction, dérogatoire ou non, qui, à partir du 1er janvier prochain, en 2021, donc dans l'ensemble de la Ville de Montréal, il y aura contribution ou construction in situ de logements sociaux dans tout projet de... Mais en attendant, c'est notre politique locale qui s'applique et le projet dérogatoire nous permet justement de négocier cette somme d'argent. Deuxième point que je voulais vous parler, Monsieur le maire en a fait mention tantôt, c'est évidemment le projet de rue partagée dans le Myland, les rues Bernard, Saint-Viateur et Fairmount. Oui, effectivement, il y a eu une grande mobilisation des commerçants pour avoir ces rues partagées-là. Les rues partagées, c'est vraiment un entre-deux entre la rue piétonne, comme on a connu à l'avenue Mont-Royal ces dernières semaines, et le statu quo, qui, on le sait, pour plusieurs commerçants, n'est pas une option parce qu'ils souhaitent avoir le plus possible d'options pour justement attirer des clientèles, attirer des citoyens sur la rue et pouvoir servir dans un endroit plus sécuritaire leurs clients. Donc, la rue partagée permet la circulation automobile, mais abaissée à 20 km/h. Les stationnements sont retirés des deux côtés et ça permet aux commerçants d'établir leur terrasse sur la chaussée. Le piéton, lui, il est prioritaire partout sur la rue. Donc, sur ces 3 rues-là, j'ai dénombré en fin de semaine. J'ai refait le tour en fin de semaine pour voir quels commerçants qui souhaiteraient mettre une terrasse. On dénombre plus de 25 commerces
qui, dans le projet, pourraient avoir une terrasse. Donc, les 3 rues seront éventuellement très, très animées. On espère le plus tôt possible. On pense que d'ici dans les prochains jours, en tout cas, le projet avance. Il y a énormément de détails. Je remercie beaucoup toute l'équipe, entre autres, l'équipe de Michael Tremblay en urbaniste, là, qui a beaucoup de détails à régler avant que tout cela puisse se faire. Mais on avance sur ce projet-là. Troisième point, je vous parle d'Airbnb et d'hébergement touristique. Pas qu'on est dans une période où il y a beaucoup d'hébergements touristiques, étant donné qu'on n'a pas les touristes internationaux, mais quand même, il y a des choses qui se font. Nous avons signé une entente avec le professeur David Washmuth pour une recherche-action, je dirais. Donc, David Washmuth de McGill, de la direction de l'urbanisme, du service de l'urbanisme, il s'intéresse beaucoup à la question Airbnb, l'hébergement touristique, les résidences de touristes depuis plusieurs années dans plusieurs villes du monde. Et il nous propose comme recherche de vraiment voir, avant la pandémie, combien de logements avions-nous perdus en habitation qui est allé illégalement, pour la plupart, vers l'hébergement touristique. Depuis la pandémie, est-ce qu'il y a eu des logements qui sont revenus en habitation parce qu'il y a la pause touristique justement à cause du confinement. Et par la suite, bon, ça nous permettra aussi de suivre aussi l'évolution et le retour, quand il y aura le retour du tourisme, comment on peut faire pour que ces nouveaux logements-là qui sont maintenant en habitation avec des locataires, comment on peut faire pour les informer de leurs droits qui peuvent rester dorénavant dans ces logements-là. Ça va être important qu'on puisse le faire. L'autre point qui est aussi important dans la question hébergement touristique / Airbnb, c'est évidemment nos liens avec le gouvernement du Québec parce que les mesures législatives ont été modifiées récemment au 1er mai pour créer une nouvelle catégorie de résidence principale. Donc, ce n'est pas une perte de logement, mais c'est vraiment quand la personne quitte et met en location le temps de ses vacances, par exemple, son logement. Donc, la catégorie résidence principale, ce qui permettrait à Revenu Québec, qui est mandaté de faire les inspections, de mieux intervenir auprès des illégaux. Donc, cette semaine, il y aura une grande rencontre que je présiderai avec certains arrondissements centraux et la direction d'inspection de Revenu Québec pour justement continuer qu'on ait des pourparlers avec eux, que la communication se fasse bien, qu'on puisse échanger de l'information pour quand l'activité touristique illégale pourrait reprendre, mais qu'ils puissent intervenir de la façon la plus prompte possible et qu'on puisse mieux communiquer aux citoyens quels sont leurs droits en hébergement touristique et qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire aussi. Alors, merci, M. le maire. Je vous repasse le micro. Merci, Richard. Donc, autour de Marie Plourde maintenant. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, moi, je voudrais vous parler du point qui sera présenté ce soir, 4001. C'est un avis de motion pour l'adoption du premier projet du règlement visant à protéger les enseignes d'intérêt patrimonial. Alors, on vous en a parlé depuis un petit moment. Alors, ça progresse. Et donc, on a retenu 17 enseignes. Et là, on se dirige tranquillement, mais sûrement vers notre consultation publique. Mais enfin, elle va se faire consultation publique et ou écrite, devrais-je dire, COVID oblige en ce moment. Alors, demain, il va y avoir un avis public qui va être présenté là, sur notre page web. Et donc, la consultation écrite va se tenir du 8 au 22 juillet. Alors, c'est vraiment, on veut vous entendre là-dessus. On vous a déjà sondé pour savoir quelles étaient vos enseignes préférées. Vous avez été nombreux à nous faire part de vos commentaires. On a même réajusté au fur et à mesure là, notre liste. Donc, pour aujourd'hui, on vous présente 17 enseignes là, qui ont retenu notre attention et qui, ces enseignes-là, on n'a pas tiré ça, là, sorti ça d'un chapeau. C'était bien sûr regarder, étudier. On est allé voir des gens, des spécialistes en matière de patrimoine, que ce soit Héritage Montréal, que ce soit entre autres l'Université Concordia qui s'intéresse beaucoup aux enseignes. Et fait noter, c'est une première au Québec. On vous présente un règlement visant à reconnaître l'intérêt
architecturale, de design, la valeur patrimoniale, mais la valeur aussi sociale, historique, paysagère de ces enseignes-là, parce que ça raconte d'une certaine façon l'évolution, l'histoire de nos quartiers. Donc, c'est le point 4001, devrais-je dire. Et puis, vous pouvez nous envoyer vos commentaires là, pendant la consultation écrite. Et cela dit, j'aimerais aussi, comme l'a mentionné Monsieur le maire en début de conseil, je voudrais remercier les collègues pour leur présence sur les artères commerciales en ce moment, pour aller à la rencontre des commerçants et d'avoir des discussions sincères avec les différents commerçants. Ce n'est pas toujours des situations, on sait que tous nos commerçants mettent leur cœur, c'est leur vie qu'ils mettent dans leur commerce et c'est très important pour nous d'aller chercher leurs commentaires puis de voir comment ils ressentent, comment ils vivent à travers cette piétonisation sur l'avenue du Mont-Royal, mais également sur les projets, comme nous a mentionné précédemment Richard Ryan, les projets de rue partagée. Donc, merci à tout le monde parce que c'est beaucoup monsieur Rabouin et moi-même qui portons le dossier commercial, mais sans l'ensemble de tous les collègues qui ont été sur le terrain non-stop, je pense que ça n'aurait pas été la même chose. Alors, on tient compte aussi des commentaires des résidents. C'est un projet pour l'ensemble de la communauté, quelque chose qui nous permet d'être soudés. C'est une belle solidarité pour nous aider à passer à travers cette période du COVID. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon été et merci à tous nos collègues et à tous les gens là, du service là, qui travaillent avec nous en étroite collaboration. Merci. Merci. Alex Norris, est-ce que tu peux intervenir? Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, depuis quelques jours, la rue de Lutte est officiellement la première rue partagée de notre arrondissement. Ce nouveau statut veut dire que les piétons peuvent marcher au milieu de la rue en toute légalité et en toujours priorité, tandis que les automobilistes doivent rouler très lentement. La limite de vitesse est désormais de 20 km de l'heure et les conducteurs de véhicules doivent ralentir encore plus et céder aux piétons lorsqu'ils les croisent dans la rue. Ce nouveau statut de la rue de Lutte veut dire aussi que pour la première fois, les restaurants, bars et cafés sur toute la longueur de la rue entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Hubert pourront mettre des terrasses sur le domaine public. Comme vous le savez peut-être déjà, nous avons baissé drastiquement le coût des permis et nous avons assoupli nos règles pour les terrasses afin d'aider le secteur de la restauration des bars qui souffre énormément en ce moment à cause de la pandémie. Comme on estime qu'il est 18 fois moins dangereux de manger ou de boire à l'extérieur que dans un espace confiné, nous sommes convaincus que cette nouvelle formule saura attirer des clients à la rue tout en réduisant au minimum les risques de contagion en ce temps de pandémie. Je tiens à souligner également que cette initiative jouit de l'appui de l'Association des commerçants de la rue de Lutte. Des collègues et moi avons visité la plupart des commerçants le long de cette tronçon pour les informer du nouveau statut de la rue et pour échanger sur les mesures à prendre pour la bonifier. L'une des exigences avec lesquelles nous avons dû composer concerne l'élimination des places de stationnement afin de pouvoir avoir une rue partagée. À ce titre, nous travaillons activement à créer de nouvelles places de stationnement de 2 heures maximum sur les amorces des rues transversales afin d'accueillir les automobilistes qui viennent à la rue de Lutte. Je tiens à remarquer aussi que l'Association des piétons et cyclistes du plateau Mont-Royal nous a également signalé le manque de places de stationnement pour vélos le long de cette rue. Alors, c'est une situation que nous travaillons également à rectifier. Alors, je tiens à remercier Luc Martin de l'Association des commerçants ainsi que tous les commerçants de la rue de Lutte qui nous ont accueillis et avec qui on a pu échanger au cours des dernières semaines. Ce projet demeure en work in progress. Si vous avez des idées pour l'améliorer, je vous invite à me contacter par email à mon adresse courriel à la ville alex.norris@montreal.ca. Merci, Alex. Et pour clore ce tour de table, Marianne Giguère.
Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, voilà, je vais vous parler de deux formidables choses qui concernent toutes les deux le parc La Fontaine. Alors, la première, c'est le projet du théâtre de verdure dont ma collègue Josefina vous a parlé un petit peu plus tôt. En fait, ce soir au point 40.08, on va donc adopter le projet de remplacement, de rénovation du théâtre de verdure, le très attendu théâtre de verdure. On a du côté du CCU, là, le comité consultatif d'urbanisme, on a travaillé, je dis on, là, moi j'en fais pas partie, mais je vous en parle ce soir parce que le parc La Fontaine, c'est un peu dans la liste des dossiers que je suis comme conseillère dans notre caucus d'arrondissement. Donc, au CCU, ils ont travaillé étroitement donc, avec le service des grands parcs de la Ville de Montréal, donc parce que c'est sous la responsabilité de la ville centrale du service des grands parcs, de tout ce qui se passe dans le parc La Fontaine. Et on a réussi à avoir plusieurs améliorations auxquelles on tenait beaucoup par rapport au projet initial qui avait été proposé là, par les architectes et par le service. Entre autres, on a travaillé fort pour que soit remplacé le bois, l'essence de bois qui était prévue, qui avait un paquet de super belles propriétés là, pour être un bois qui demande moins d'entretien et qui résiste bien à l'extérieur. C'est le bois de IP. Mais par contre, malheureusement, c'est une essence de bois pour laquelle c'est vraiment, vraiment difficile d'obtenir une traçabilité fiable. C'est vraiment difficile de pouvoir avoir confiance que ce bois-là est cultivé et récolté dans des conditions qui respectent à la fois l'environnement. C'est un bois exotique là, qui vient essentiellement du Brésil. Et aussi les conditions de travail des gens qui sont employés à le cultiver et à le récolter. Il y a eu vraiment beaucoup de... Bon. Donc, on tenait vraiment à ce que ce soit un projet exemplaire et en ce sens-là, donc, on a insisté pour que l'essence de bois choisie, qui est tout aussi vertueuse et résistante aux intempéries et magnifique, c'est le sapin Douglas, qui, elle, est une essence locale dont on connaît bien les conditions de culture et de récolte. Et donc, ça va être magnifique. On a aussi obtenu qu'on diversifie davantage les végétaux, les plantations qu'il va y avoir sur le site. Et aussi, ce qui n'est pas négligeable, qu'on trouve une façon qui soit vraiment bien intégrée, vraiment jolie, intéressante, que soit intégré au site le nom des firmes qui participent à ce projet-là, parce que c'est quand même un projet architectural, patrimonial qui est d'exception, qui va être magnifique, qui va être là pour très, très longtemps. Donc, on veut que les personnes professionnelles qui ont participé à sa création, leur nom soit mentionné sur le site. Donc, ça va être un projet vraiment hyper bien intégré au parc. On a travaillé très fort là-dessus pour que ce soit vraiment un théâtre de verdure qui fasse partie du paysage, qui ne lui fasse pas d'eau, qui ne fasse pas d'eau au bassin, à la fontaine qui va être là, qui soit vraiment à la fois fondu dans le décor et qui magnifie le décor du parc La Fontaine, le plus léger possible, évidemment, le plus transparent possible, mais toujours en respectant, bien sûr, tous les besoins techniques là, qu'un tel théâtre extérieur comporte, parce qu'on sait que c'était beaucoup parce que le théâtre n'était plus du tout conforme là, à tout l'équipement technique qui est nécessaire quand on fait des spectacles. Qu'il doit être rénové. Il va être complètement accessible aussi. L'accessibilité universelle a été vraiment bien étudiée, non seulement pour les spectateurs, mais aussi pour les artistes qui vont pouvoir accéder à la scène. Et donc, ça va être magnifique, confortable. Et là, en fait, nous, on accorde le permis pour le projet comme tel, mais le contrat doit être accordé au conseil municipal. Ce sera fait normalement, si tout se passe bien, au mois d'août. Il n'y a pas de conseil municipal d'ici là. Et donc, les travaux de démolition vont pouvoir commencer à la fin de l'été, à l'automne, se dérouler durant l'hiver. Et c'est vraiment durant toute la saison de 2021 qu'on aura la construction, la levée de ce nouveau théâtre de verdure-là. Et en 2022, il va pouvoir ouvrir avec les derniers ajustements de paysagement qui seront faits. Donc ça, c'est une super belle nouvelle. Je sais qu'on est très, très nombreux. Je dis vraiment « on » parce qu'on s'inclut là-dedans à avoir hâte. Deuxième projet qu'on a annoncé cette semaine, il n'est pas à l'ordre du jour, mais je le souligne quand même parce qu'on n'est pas encore rendu à voter de budget, mais c'est presque prêt. On a dans le parc La Fontaine, dans le stationnement
Calixa-la-Vallée, là, qui est adjacent au bâtiment de Calixa-la-Vallée, là, tout près des terrains de jeu pour enfants, et la rue Calixa-la-Vallée seront transformés durant le mois de juillet pour être prêts, là, fin juillet, début août, en parc d'éducation cycliste. Donc, qu'est-ce que c'est ça? On pourrait appeler ça un jardin de circulation. Ça existe énormément en Europe, en Allemagne, au Danemark, évidemment. C'est la création d'une mini-ville, d'un mini-réseau de rues avec tout le marquage, toute la signalisation, pareil comme on trouve sur la rue, pour que les enfants, des tout petits andrésiennes qui roulent sans pédale jusqu'aux plus vieux, aillent là s'initier au code de la sécurité routière, à la rue, à comment on circule en vélo dans une rue, c'est quoi les règles, où est-ce qu'il faut s'arrêter, de quelle façon on donne les priorités, les passages piétons, évidemment, et il y aura, en plus de ce village-là, de cette rue-là, ce réseau de rues-là recréé dans le stationnement, il y aura des endroits pour pratiquer son habileté aussi, rouler, suivre des lignes sur le sol par du marquage, des ateliers sur les angles morts, par exemple, qui seront faits. Probablement une animation. On a encore beaucoup d'éléments qui vont s'ajouter à mesure qu'on consolide d'autres financements. Ça ne coûtera pas très cher à l'arrondissement parce qu'il y a plein de gens qui mettent des sous dans la cagnotte, dont la Caisse populaire des Jardins du Plateau. Et donc, on est très content d'aller de l'avant avec ça. Je pense que ça va être une grande attraction pour les familles, pour les enfants, dans le respect des consignes de distanciation pour cet été. Et très content de pouvoir utiliser cet espace-là qui est magnifique au cœur du parc. Donc, voilà pour moi. Merci. Merci, Marianne. Donc, Maître Groux, ça fait le tour du mot des élus. Parfait. Continuons avec l'ordre du jour. À l'article 10.02, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 6 juillet 2020. Oui. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 6 juillet 2020. Adopter l'article 10.03, adoption des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil d'arrondissement tenues respectivement les 1er et 22 juin 2020. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 10.04, période de questions et requêtes du public. Alors, nous avons reçu, M. le maire, environ une quinzaine de questions. Alors, je vous laisse aller avec la première question. D'accord, merci. Donc, la première question de Manuel Croft. Donc, mesdames, messieurs les élus, je suis enchanté de la piétonisation de l'avenue Mont-Royal et je salue le courage que vous avez eu de mettre en place une telle mesure aussi ambitieuse. Il est toutefois interdit d'y rouler à vélo et ce, en tout temps. Bien qu'il soit effectivement inapproprié de déambuler en vélo lorsque la rue est au maximum de sa capacité, il serait possible, dans certaines circonstances, de permettre aux cyclistes d'y rouler en modulant leur utilisation en fonction de l'espace disponible. Par exemple, lorsque la rue est peu fréquentée par les piétons, exemple le matin ou les jours de pluie, le cycliste peut rouler à vitesse modérée. Achalandage modéré, le cycliste peut rouler à vitesse du pas. Achalandage élevé, le cycliste marche à côté de son vélo. Considérant que plusieurs villes européennes permettent avec succès la cohabitation entre cyclistes et piétons sur les rues piétonnisées, les cyclistes du plateau Mont-Royal et des quartiers adjacents font partie de la clientèle qui utilise les lieux et fréquente les commerces de l'avenue, que les interdictions sont de toute façon difficiles à faire respecter, un ajustement pourrait-il être tenté afin de mettre en place une rue piétonne où les cyclistes auraient la permission, dans certaines circonstances, de rouler tout en cédant la priorité aux piétons, s'il vous plaît. Donc, c'est la question. J'ai dit dans mon mot d'introduction là, que j'ai reçu plusieurs interventions dans ce sens-là de plusieurs citoyens et citoyennes et j'ai reçu aussi plusieurs demandes de maintenir l'interdiction de la circulation à vélo et de l'appliquer dès maintenant, systématiquement, le plus sévèrement possible. Donc, il y a différentes positions sur cet enjeu-là. Et j'ai demandé une rencontre avec le SPVM, la Direction de santé publique, la Société de développement commercial et différents experts cette semaine pour faire le point sur la situation, comment ça se passe jusqu'à maintenant, quels sont les enjeux et quels seront les ajustements nécessaires ou pas
par rapport à la présence des cyclistes sur l'avenue du Mont-Royal à certaines heures ou dans certaines conditions. Donc, je veux vraiment faire une discussion avec différents experts sur cette question-là. C'est vrai que le soir ou le matin tôt, souvent il n'y a personne. On permet la livraison, les camions de livraison entre 7h et 11h parce qu'il y a moins de monde. Donc, il faut qu'on réfléchisse ça. Donc, on a vraiment fait une rue piétonne standard Montréal. Une rue piétonne à Montréal, c'est exclusivement pour les piétons. Mais comme je l'ai dit depuis le début, c'est un projet évolutif. Donc, on observe, on analyse et éventuellement, s'il y a des ajustements à faire, on va les faire, autant au niveau de l'application de la réglementation ou de la signalisation plutôt, parce que l'application, c'est vraiment le SPVM. Mais s'il y a des ajustements de signalisation ou s'il y a des modifications à faire, on va les faire. Mais aujourd'hui, je n'ai rien de nouveau à vous annoncer. Je passerai à la deuxième question. Madame Samantha Remondière. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes plusieurs voisins habitant autour de la piscine. Donc, avec l'adresse, on comprend que c'est la piscine Lévesque. Nous sommes plusieurs voisins habitant autour de la piscine à trouver que le bruit en provenance de son toit est plus important que précédemment. Certes, le bel arbre a été coupé et celui-ci faisait rempart, et du coup, cette année, le bruit est plus insupportable de jour comme de nuit. Y aurait-il un moyen de mettre quelque chose autour des ventilations qui permettrait, si on ne peut atténuer le bruit, mais au moins faire en sorte que celui-ci monte vers le ciel plutôt que d'aller à l'horizontale vers nos fenêtres? Nous espérons que les experts techniques auront une solution à nous apporter pour nos oreilles. Est-il envisagé de replanter un arbre à la place de l'autre? En vous remerciant de votre attention, belle séance. Bien à vous. Donc, on m'a dit qu'il allait y avoir une visite, peut-être, Madame... voyons, j'ai un blanc. Lynn, si vous voulez préciser l'information. Oui, bonsoir. En effet, j'ai su que le gestionnaire immobilier de l'arrondissement ainsi que notre acousticienne à l'arrondissement étaient pour aller faire une visite cette semaine pour effectuer des tests et voir ce qu'on pourrait faire pour remédier à la situation. Merci, Madame Olivier. On s'appelle par nos prénoms, donc on oublie. Donc, merci pour l'information et donc on va aller voir ce qui se passe éventuellement. Cette semaine, en fait. Monsieur Galépétus, salut. Merci de vous rendre accessible et à l'écoute. En mai dernier, la Ville a annoncé un plan d'installer des voies actives et sécuritaires cet été. Les pistes sur Christophe-Colomb ont été instantanément un succès. Par contre, les pistes prévues sur Saint-Laurent et Saint-Urbain ne sont pas encore débutées. Pour quand est-ce qu'on peut les espérer les voir? Merci encore. Est-ce que Marianne Giguère aurait des infos particulières? Bien, j'ai les mêmes infos que vous, Monsieur le maire, à savoir que la piste qui était préalablement prévue sur Saint-Laurent a été n'a pas du tout reçu l'assentiment des commerçants de l'association, de la Société de développement commercial du boulevard Saint-Laurent dans le plateau. Et donc, en respect avec les besoins qu'ils exprimaient, on a préféré ne pas aménager la piste cyclable sur Saint-Laurent, là, sachant que d'ici la fin de l'année, on aura le rêve au moins sur Saint-Denis. Sur Saint-Urbain, j'ai l'impression aussi, là, à moins qu'on fasse une phase 2 ou 3 bientôt, normalement, un petit peu dans la même veine, on a préféré suspendre l'aménagement de la piste cyclable sur Saint-Urbain. Ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas autrement, hors COVID, là, juste pour la bonne raison que cette piste-là a vraiment besoin d'être améliorée, d'être élargie et sécurisée. Mais pour ce qui est de cet été, là, M. le maire en faisait mention au début, on a mis beaucoup de pression sur les équipes, sur les effectifs en arrondissement. Chaque geste qu'on pose demande énormément de travail. Ça a l'air de rien, là, juste repousser une voie de stationnement puis mettre quelques bollards, mais c'est très complexe. Ça demande beaucoup de travail. Et là, les gens ont mis énormément d'énergie et donc
tout le monde part en vacances et là, on va utiliser ce qu'on a, ce qui est quand même déjà assez formidable, là, vous en conviendrez avec moi. Puis, mais ça ne veut pas dire que les autres projets sont annulés à jamais. Ils sont toujours là, ils sont toujours prêts à être déployés et on espère pouvoir le faire à d'autres moments, là, quand il y aura d'autres occasions. Voilà. Merci. Pour Saint-Laurent, je veux préciser aussi que le projet avait déjà eu un blocage important quand les commerçants de la Petite Italie se sont mobilisés. Donc, il y avait déjà un tronçon qui était en péril. Et dans nos discussions avec la SDC du boulevard Saint-Laurent, on les a rencontrés là, dès le début, là, où le contexte était vraiment difficile pour eux et ils considéraient que d'ajouter une piste cyclable, c'était pas de les aider. Et on a décidé à ce moment-là de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Puis déjà qu'on travaille le rêve, on en a eu plusieurs autres voies cyclables, donc on a renoncé à celle-là. Donc, j'irai à la prochaine question de Mme Catherine Jalette. Bonjour, sachant que le dépôt de demande de permis de construction est gelé en raison du dépôt du projet de règlement et sachant également que le gel perdurera aussi longtemps que l'état d'urgence sanitaire sera maintenu, comment conjuguez-vous cet état de fait et votre obligation d'agir de bonne foi sans créer une situation d'abus de droit? Je ne sais pas, j'aurais tendance à croire que la dame fait référence à notre projet de règlement là, sur l'encadrement résidentiel. Si c'est un autre projet de règlement, je n'ai pas la précision, mais comme dans toutes les situations, en ce moment, on est autorisé de faire des consultations écrites là, pendant la crise sanitaire. Et on le fait. Et on a fait la consultation écrite sur le projet de règlement en cours, là, sur les rénovictions, disons, dans notre langage. Et on va faire l'analyse et éventuellement, on va avoir une version modifiée. Et dès l'avis de motion, notre règlement devenait en vigueur. Et on va éventuellement, suite à la consultation, possiblement le modifier. On va prendre le temps d'analyser l'ensemble des informations. Mais il serait adopté à ce moment-là dès le 8 septembre. Donc, il n'y a pas de notre intention de prolonger indûment quoi que ce soit. Dès qu'on a eu l'autorisation de mener des consultations écrites par le gouvernement du Québec, on le fait. Prochaine question, Madame Nadine Carreras. Question relative au bruit des avions qui survolent à basse altitude, même la nuit, le territoire résidentiel densément peuplé du plateau Mont-Royal. Êtes-vous prêt à accompagner dans l'action les milliers de Montréalais touchés par le bruit et la pollution afin de demander au premier ministre Justin Trudeau et aux autorités aéroportuaires, par résolution de ce Conseil, l'implantation d'un couvre-feu complet de 23h à 7h à l'aéroport Montréal-Trudeau? Donc, je céderai la parole à Marianne Giguère. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, effectivement, vous n'êtes pas, Madame la première, à nous signaler cet enjeu-là. Ça revient périodiquement. Il y a des moments de l'année où, pour toutes sortes de raisons, les corridors au-dessus du plateau sont davantage utilisés. Cela dit, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a une élue du comité exécutif qui est aussi la mairesse d'Annecy-Cartierville où le problème est vraiment majeur, qui siège sur un comité. Ce comité-là est tenu à l'aéroport de Montréal. C'est un comité consultatif sur le climat sonore. Et actuellement, il y a vraiment un plan d'action qui est en train d'être développé. Il y a des consultations qui sont faites, mais le comité siège à huis clos. C'est donc pas vraiment possible de vous donner plus de détails pour l'instant, mais c'est vraiment, il travaille très fort, entre autres, sur les vols de nuit. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on peut pas, il n'y a pas moyen qu'on appuie une résolution qui demanderait un couvre-feu complet, parce qu'il n'y a aucun grand aéroport dans le monde qui a ce genre de mesures-là, de couvre-feu complet de nuit, parce qu'il y a énormément d'exceptions qui peuvent amener les avions à vouloir atterrir la nuit quand même, là, les phénomènes météorologiques, les urgences médicales, par exemple. Donc, il va toujours y avoir des avions qui vont devoir atterrir la nuit, mais on travaille vraiment fort pour qu'il y en ait le moins possible. Ce qu'on veut vraiment, le comité travaille vraiment pour en réduire le nombre et aussi pour modifier la réglementation, parce qu'en ce moment, elle est un peu mal faite. Elle est basée sur le poids des avions.
Alors que c'est pas les plus gros qui font nécessairement le plus de bruit. Il peut y avoir des plus petits avions qui sont vraiment plus bruyants. Donc, ils commencent déjà à travailler sur classifier les avions en fonction de du bruit que font leurs moteurs plutôt qu'en fonction de leur poids. Donc, ça va déjà probablement faire une bonne différence. Puis, c'est vraiment un dossier qu'on a à cœur. C'est ça. Émilie Tuillier, qui est la mairesse d'Annecy-Cartierville, travaille très activement là-dessus. Donc, voilà pour la réponse. Merci beaucoup. Donc, je passe à la prochaine question. Monsieur Louis Melançon. Bonjour, ma première question concerne les tuyaux de remplacement, les travaux de remplacement des tuyaux de plomb sur de Bienville qui doivent commencer début août. Le dossier est complexe, mais nous aimerions au moins savoir, pouvez-vous vous assurer que le contracteur choisi sera ouvert à déroger au règlement des 1,5 mètres, moyennant des frais bien sûr, pour que tous puissent changer leurs tuyaux sans se ruiner? C'est probablement non la réponse. Si la réponse est non, est-ce que vous pouvez vous assurer que le contracteur sera ouvert à laisser un tiers parti opérer sur son chantier les soirs et fins de semaine pour que les résidents puissent faire changer leurs tuyaux sans se ruiner? Si les réponses aux deux questions sont négatives, est-ce que la Ville est prête à offrir des subventions aux citoyens qui seront forcés de débourser plusieurs milliers de dollars dans un contexte difficile, rappelons-le, en raison d'un enchevêtrement de règlements qui crée cette situation complètement absurde? Ensuite, il semblerait que l'arrondissement ait promis à plusieurs reprises de remplacer les 9 arbres morts sur la rue de Bienville, une promesse qui semble avoir été oubliée si on en croit les plans de réaménagement auxquels j'ai eu accès. Ma question, donc, ces arbres seront-ils, oui ou non, plantés, sinon pourquoi? Bon, je vais revenir à la première question sur les tuyaux en plomb. Monsieur Tremblay, je pense que vous aviez... Bonjour, M. Lapointe. Effectivement, ce sont des questions très techniques là, et très pointues. Je propose de répondre par écrit à cette citoyenne. Donc, j'ai les éléments de réponse là, avec moi. OK. Donc, M. Tremblay est notre directeur du développement du territoire. Donc, il va vous répondre spécifiquement. Ça va vous faire aussi un canal de communication parce que peut-être que de sa réponse va émerger une autre question. Donc, sur la question des tuyaux, du remplacement des tuyaux en plomb. Et je pense que 2 autres questions, là, donc ça va être vraiment comme ça qu'on va faire le suivi. Là, on va le faire directement avec les personnes concernées là, pour que vous ayez toute l'information là, nécessaire. Pour la question des arbres sur la rue de Bienville, est-ce que quelqu'un sait la réponse? Est-ce que vous le savez, M. Tremblay? Je peux me lancer, effectivement, merci. Donc, effectivement, les arbres sont morts et s'ils le sont, c'est parce que le mot m'échappe, la croissance n'était pas optimale ou le milieu n'était pas optimal pour assurer leur croissance. Donc, ils seront remplacés, mais probablement à des endroits différents. Donc, il y a un grand projet qui s'en vient sur de Bienville. On fera des annonces bientôt. Madame a vu les plans, effectivement. Donc, on va repositionner les fosses de plantation selon les infrastructures souterraines. Donc, c'est intimement lié. Le potentiel de croissance d'un arbre et qu'est-ce qui se passe en souterrain. Donc, c'est intimement lié. Il y a une corrélation directe. Par le biais des travaux, on redéploie le verdissement en fonction des infrastructures. Merci beaucoup. Prochaine question, Madame Charlotte de Bodman. Bonsoir, je voulais savoir pourquoi vous vouliez limiter la superficie des unifamiliales à 200 mètres carrés, ajout d'étage par exemple ou mezzanine. J'ai du mal à voir le rapport avec la difficulté des locataires à se loger, surtout si les propriétaires habitent dans leur unifamiliale. Merci de votre réponse. Donc, l'objectif en limitant, je vais préciser parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, j'ai vu beaucoup d'informations circuler sur les médias sociaux sur notre projet de règlement. En fait, la limitation est exclusivement sur la transformation d'un duplex en cottage. Donc, quand vous fusionnez 2 logements ou que vous agrandissiez votre sous-sol ou que vous agrandissiez, peu importe le type d'agrandissement, on a limité à 200 mètres carrés qui est un peu plus de 2100 pieds carrés, qui est quand même, à notre avis, que c'était pas
une superficie exiguë pour héberger une famille sur le plateau Mont-Royal. Donc, on a eu dans la consultation qu'on a fait beaucoup de questionnements sur le 200 mètres carrés parce qu'on a mis 200 mètres carrés au total, incluant le sous-sol, toute forme d'agrandissement, mezzanine, etc. Et il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Donc, on va réfléchir à cette question-là. Mais laissez-moi vous dire que j'ai vu aussi des gens qui réagissaient au projet de règlement de d'autres arrondissements parce que chaque arrondissement a sa réglementation adaptée à son contexte et plusieurs demandaient aux autres arrondissements pourquoi vous ne permettez pas autant que le plateau soit 200 mètres carrés. Donc, pour certains, c'est trop, pour certains, c'est pas assez. Donc, on va vraiment prendre le temps là, de voir l'ensemble des éléments de la consultation qui a été faite, où il y a plus de 300 personnes, comme je le disais, là, qui ont participé. Et on va analyser tout ça et on va revenir avec une version possiblement amendée au mois de septembre. Et vous allez avoir votre réponse à ce moment-là. Question de Susan Heap. Premièrement, les représentants de la ville nous promettent depuis des années de remplacer les 9 arbres sur le côté de Bienville, dont 7 carrés d'arbres existent toujours. Le 20 septembre, Marie-Claude a confirmé dans un courriel que des arbres seront plantés. Alors pourquoi les plans ne prévoient aucune plantation d'arbres nulle part sur la rue de Bienville? Donc, c'est la même réponse que M. Tremblay a donnée tout à l'heure. Donc, on doit vraiment tenir compte des infrastructures souterraines. Deuxième question sur le remplacement des tuyaux en plomb. Donc, c'est exactement la même question. Je veux pas... donc, je vais aller avec la fin parce qu'il y a plus un commentaire. Donc, il est ridicule et injuste que nous devions payer pour rouvrir les trottoirs, excaver et ensuite remplir les travaux que le contracteur va ensuite répéter quelques jours plus tard. Donc, ça va nous coûter une fortune. C'est un gaspillage incompréhensible de travaux en ressources. Est-ce que la Ville va offrir des subventions pendant que nous sommes affligés par la pandémie en raison de ce processus absurde et gaspilleur? Donc, même chose, Mme Heap et M. Laforêt, donc le message est co-signé, M. Michael Tremblay va communiquer avec vous là, vraiment pour vous donner toutes les informations nécessaires. Et évidemment, si on peut éviter du gaspillage de ressources, on va le faire. Prochaine intervention qui nous vient du comité logement du plateau Mont-Royal. Bonsoir, tel que mentionné dans un mémoire déposé le 25 juin lors de la consultation publique sur le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal afin d'encadrer l'usage des bâtiments résidentiels, le comité logement du plateau tient à réitérer que le projet de règlement est un pas dans la bonne direction, malgré nos réserves contenant certaines exceptions prévenues au règlement et nos inquiétudes au sujet des critères encadrant les dérogations éventuelles au règlement. Nous sommes d'avis que l'arrondissement ne doit pas reculer, même si nous savons qu'il fait face, comme d'autres arrondissements qui ont adopté des projets similaires, à une pression de la part des propriétaires pour assouplir le projet de règlement. Je vais prendre une deuxième. C'est pourquoi nous déposons ce soir une pétition qui presse l'arrondissement du plateau Mont-Royal d'aller de l'avant avec l'adoption du projet de règlement. Signée par plus de 600 personnes, la pétition encourage par ailleurs l'arrondissement à bonifier le projet de règlement en y introduisant des mesures supplémentaires afin de décourager les transformations d'immeubles à des fins purement spéculatives. Nous souhaitons par ailleurs réitérer que le processus mis en place par l'arrondissement pour mener la consultation publique a souffert, à nos yeux, d'un grave manque de crédibilité et de sérieuses lacunes en termes d'accessibilité. Le format et les délais de la consultation ont fait en sorte qu'il était particulièrement difficile pour certaines personnes directement concernées, les locataires aux prises avec des évictions, d'y participer. Avec la reprise des audiences en éviction à la Régie du logement et à l'approche des déménagements du 1er juillet, la consultation tombait bien mal pour les locataires qui auraient souhaité y participer. Pourquoi avez-vous procédé à cette consultation virtuelle de manière aussi précipitée? Le principe d'une consultation implique que le public concerné puisse se prononcer de manière informée et éclairée sur un projet et suppose une certaine transparence dans le processus, ce qui, à notre avis, fait défaut à la consultation actuelle. En effet, on ignore jusqu'à présent qui s'est prononcé sur le projet et quels sont les arguments mis de l'avant par les parties intéressées dans le débat. Nous souhaiterions pouvoir prendre connaissance des questions et commentaires
qui vous ont été soumis et nous aimerions que les personnes opposées au projet puissent prendre connaissance de nos arguments de manière à alimenter un débat public sain et constructif autour de ce projet de règlement. Avez-vous prévu ou allez-vous prévoir des modalités de participation plus inclusives pour la suite du processus de consultation menant à l'adoption du second projet de règlement? Donc, dans un contexte hors COVID, on aurait procédé à la consultation publique il y a déjà plusieurs semaines. On n'était pas autorisé à le faire par le gouvernement du Québec et le gouvernement a permis de tenir des consultations écrites, ce que nous avons fait. Donc, nous avons diffusé largement sur nos médias sociaux, dans les infolettes de l'arrondissement. Vous, le comité logement est au courant. On a utilisé tous les moyens dont on dispose pour faire circuler l'information et pour recevoir des commentaires. On a reçu, bien sûr, votre mémoire, on a votre pétition, puis on a reçu 300 interventions, ce qui est un nombre important dans une consultation publique de l'arrondissement. Et pour avoir vu le sommaire des réponses, je pense que pour nous, ce qui est important, c'est pas un référendum, là, donc on ne cherche pas à savoir combien ont voté pour quoi. On cherche à avoir des arguments, des éléments d'information qui nous aident, nous, éventuellement, à prendre une décision. Parce que la consultation vise à éclairer notre décision, mais ça va être notre décision. Donc, je pense qu'on a vraiment tous les arguments, là, ils sont sur la table, on les connaît et éventuellement, on va être tout à fait en mesure de prendre une décision en connaissance de cause et en connaissance des effets qu'on aurait pu ou pas voir dans notre projet de règlement et adopter le meilleur règlement possible. Nous allons diffuser sur la page web de la consultation une synthèse là, des principaux arguments qui ont été soulevés pendant la consultation, donc, dont tout le monde pourra prendre connaissance parce qu'effectivement, pour avoir un débat public serein, c'est important que chacun puisse voir les arguments des uns et des autres parce que si ça peut nous influencer, nous, ça peut influencer aussi les gens parce que peut-être qu'il y a des éléments auxquels ils n'auraient pas pensé, comme nous, et ça peut influencer notre jugement et notre décision. Donc voilà, ça sera fait très bientôt. Madame Karine Mardini, concernant le projet de règlement 01-27787, pourriez-vous modifier la limite de superficie à 250 mètres carrés? Nous sommes une jeune famille propriétaire d'un duplex. Nous habitons un 4,5 et prévoyons convertir en unifamilial avec le 3,5 du haut dû à un manque d'espace. Notre superficie totale serait de 230 mètres carrés. Selon le nouveau règlement, notre projet ne nous serait pas permis. Nous n'avons rien à voir avec les rénovictions. Nous sommes honnêtes dans notre intention et advenant le cas où nous ne pourrions pas convertir notre bâtisse, nous serions dans l'obligation de déménager. Nous nous verrions indirectement évincés de chez nous, chose que vous prétendez vouloir éviter pour les familles. Une demande de projet spécial coûte des milliers de dollars sans aucune garantie. Vous ne semblez pas vous préoccuper des habitants du quartier qui constituent une minorité et qui contribue activement au développement de l'arrondissement. La location à court terme constitue un danger bien plus néfaste au parc locatif. Nous sommes bien d'accord que la location court terme est un danger néfaste. Nous y travaillons. Le règlement, comme je l'ai dit plus tôt, on va analyser les différents arguments et on va modifier notre règlement en conséquence. Si vous avez un 4,5 et que vous avez ajouté un 3,5, ça doit être des très grands appartements pour arriver à dépasser 200 mètres carrés, comme je l'ai dit. Là, 200 mètres carrés, c'est 2150 pieds carrés, donc c'est habituellement deux grands 5,5. Là. Donc, voilà, pour l'instant, ce qui s'applique, c'est le 200 mètres carrés. Et en septembre, on aura possiblement une version modifiée. Sinon, le chemin et le projet particulier. Donc, comme vous avez mentionné, ça coûte des milliers de dollars. Oui, c'est environ 7 000 dollars une demande de projet particulier. Monsieur Mario Cavalancia. Notre entreprise, Groupe Epicia, veut ouvrir un commerce de proximité de fruits et légumes, Valmont, notre troisième succursale dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal au 203-205 Est avenue du Mont-Royal, qui emploiera à elle seule plus de 25 personnes. Nous avons 45 jours, date limite du 15 août
pour confirmer le local et une des conditions vise une requête pour un stationnement interdit devant l'aire de réception des marchandises, rue Hôtel de Ville du côté Est. On nous informe qu'une telle requête prend plus de 2 mois. Que devons-nous faire pour que le processus soit accéléré et que nous ne perdions pas notre local pour l'ouverture d'un commerce de proximité sur le plateau? Un représentant de l'arrondissement peut-il communiquer dès demain avec moi afin de m'indiquer comment procéder? Merci de l'attention portée à la question et merci de votre réponse. On a les coordonnées, évidemment, M. Cavalancia. On va vous contacter demain. Replacing lead pipes, dear sir and madam. As you know, the city is obliging us to replace our lead pipes on our property before the city reopens the sidewalk to replace the municipal pipes. This strikes many of us a complete waste of resource and work when both jobs could be accomplished at the same time. Can you assure us that the contractor the city picks will either be capable of replacing our lead pipes even though they are longer than 1.5 meters and charge us, or allow our own contractor access to the site to carry out the work? For us to tear up the sidewalk before the city reopens, it will be very costly for us during a time of financial hardships. Regards, very concerned citizens. Donc, c'est la même question. Là. Donc, M. Tremblay va faire un suivi directement avec vous. Là. Donc, on comprend bien l'enjeu. Monsieur Richard Faneuf. Question. Je reconnais que les arrondissements ont dû déroger au budget adopté l'automne dernier à cause de la pandémie. Cela s'applique probablement aussi au plan d'immobilisation triannuel. Est-ce que le conseil d'arrondissement croit à la transparence au point de publier un bilan provisoire des finances actuelles et de publier les données brutes détaillées sur le portail des données ouvertes pour que les citoyens de l'arrondissement puissent faire leur propre analyse afin par la suite de faciliter un débat ouvert et démocratique sur la gestion des fonds de l'arrondissement? Donc, c'est une question qui a été aussi demandée à la Ville, pour le budget de la Ville. En ce moment, on a déjà annoncé qu'on devait faire des coupures importantes au budget de fonctionnement. Donc, on n'a pas touché au programme triennal d'immobilisation. Ce n'est pas ça qui est en jeu, là, malgré que c'est ça que vous laissez entendre. Donc, à l'arrondissement, on était très transparent. Je l'ai dit en conseil d'arrondissement. La demande qui nous a été faite, c'est de couper 1,7 million de dollars. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler. On a des enjeux de revenus parce qu'on ne loue pas de salle, on ne reçoit pas de revenus, de permis d'occupation du domaine public parce qu'il n'y a pas d'événement cette année. Donc, il y a plusieurs revenus. Bon, les permis de construction, rénovation, il y a quand même eu une période où tout était arrêté. Donc, on a un enjeu aussi au niveau de nos revenus, en plus des coupures demandées par la Ville-Centre. Et on suit ça de très près et on devrait avoir, nous, des décisions à prendre dans les prochaines semaines. On a déjà planifié la coupure du 1,7 million. Et ce qui explique qu'on ne peut pas faire tout comme d'habitude parce qu'on n'a pas toutes les mêmes ressources que d'habitude. Mais il n'est pas question pour l'instant d'envoyer ça dans un portail de données ouvertes. Ça ne fait pas partie de nos projets à court terme. Monsieur Pierre Constantin, ma conjointe et moi avions comme projet de convertir nos 2 unités, deuxième et troisième étage, en maison unifamiliale. Votre règlement concernant la conversion en unifamiliale mettrait en péril notre projet et les logements sont très difficiles à trouver sur le plateau pour une famille avec 2 enfants. Nous n'aurions pas d'autre choix que de quitter le plateau. Si votre objectif est de garder les familles, vous conviendrez que la nouvelle réglementation va à l'encontre de cet objectif. Que puis-je espérer dans une telle situation? Donc ça, c'est une information qui est circulée à l'effet qu'on ne pouvait plus fusionner 2 logements ensemble dans le plateau Mont-Royal. C'est faux. Dans un duplex, on peut fusionner 2 logements ensemble. Ce qu'on a mis comme règle, c'est maximum 200 mètres carrés pour l'unité d'habitation. Et dans un triplex, si vous parlez d'un 2e et d'un 3e étage, vous devez parler d'un triplex. C'était déjà comme ça avant, c'est encore comme ça maintenant. C'est possible de fusionner 2 logements. Ce qu'on ne permet pas dans un triplex, c'est de fusionner 3 logements ensemble. C'était comme ça avant, c'est encore comme ça maintenant. Donc, la situation n'est pas changée. Dans notre projet de règlement, notre cible était vraiment les quadruplex et plus, en sachant que la très grande majorité des propriétaires occupants du plateau occupent un duplex ou un triplex. Et les investisseurs, donc ceux qui
sont plutôt des entrepreneurs, des investisseurs, ont habituellement des quadruplex et plus. La majorité des enjeux qu'on a eus sur des évictions moins légitimes, ça reste une minorité de propriétaires. Donc, je veux être clair, là, on sait très bien que c'est une minorité de propriétaires, mais leur impact est très important. Donc, c'est pour ça qu'on a ciblé cette catégorie d'immeubles-là, parce que nous, dans la réglementation municipale, on ne peut pas cibler le type de propriétaire, mais on peut cibler le type de bâtiment. Donc, on a dit, notre règlement, on va interdire les fusions, subdivisions. Subdivision, c'est pas la même chose, mais on va interdire les fusions dans les quadruplex et plus. Donc, si vous avez un triplex, comme je comprends votre question, et que vous voulez réunir votre deuxième et troisième étage pour en faire une unité familiale, bien, vous avez toujours le droit, de plein droit, sans faire une demande de projet particulier. C'est prévu comme ça. Vous aviez le droit avant, vous avez encore le droit maintenant. Donc, ça fait le tour de la période de questions, Maître Groux. Très bien, alors nous allons poursuivre avec l'ordre du jour à l'article 10.05, période de questions des membres du Conseil. À l'article 10.06, appel de la décision CD 20.002 rendue le 20 février 2020 par le Comité d'études des demandes de démolition à l'égard de l'immeuble situé au 4352 rue de Brébeuf. Oui, donc malgré l'appel, nous, je propose, là, appuyé par Marie Plourde, de rejeter l'appel et de confirmer la décision CD 20.002 rendue le 20 février 2020 par le Comité d'études des demandes de démolition à l'égard de l'immeuble situé au 4532 rue de Brébeuf. Très bien adopté. Alors, l'article 20.01, autorisation du renouvellement de 7 prêts de locaux à titre gratuit à des organismes à but non lucratif pour une occupation au centre du plateau, situé au 2275 boulevard Saint-Joseph-Est jusqu'au 30 juin 2021. Oui. Donc, c'est vraiment un renouvellement. C'est des organismes qui sont déjà là, qu'on héberge gracieusement et qu'on veut prolonger une autre année. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.02, approbation du maintien de la modification du report des événements du programme de soutien aux actions culturelles 2020, proposé dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Oui, donc il a fallu faire des ajustements. Là. Il y avait des activités culturelles qui étaient prévues, évidemment, qu'elles n'ont pas eu lieu. Donc, on veut quand même maintenir notre soutien financier et on sait que les activités pourront avoir lieu là, après la pandémie. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.03, approbation du projet de convention complémentaire à l'entente régissant le partage des installations et des équipements scolaires et municipaux entre la Ville de Montréal et les commissions scolaires et qui en précise l'article 7. Oui, donc on en a parlé en introduction. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.04, approbation d'une contribution financière de 70 000 versée aux organismes et artistes désignés au dossier décisionnel en collaboration avec la Caisse des jardins du plateau Mont-Royal dans le cadre du Fonds culturel spécial COVID-19 et approbation des projets de convention à cet effet. Oui, donc c'est 11 projets là, qui sont appuyés. Madame Blanco en a parlé plus tôt. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.05, l'octroi d'une contribution financière de 5 392 à la Société d'histoire du plateau Mont-Royal pour l'achat de matériel informatique et de conservation et approbation du projet de convention à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.06, octroi d'un soutien financier de 5 000 toutes taxes applicables, à l'organisme Mission Exequo, afin de réaliser le projet d'intervenant en soutien communautaire autochtone pour la période du 2 juin au 31 décembre 2020 et approbation du projet de convention à cet effet. Et donc, c'est un conseil d'arrondissement spécial Josefina Blanco. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.07, octroi de contribution financière totalisant la somme de 2 800 taxes incluses
aux organismes désignés au sommaire décisionnel pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.01, acceptation en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, de l'offre de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie de prendre en charge les activités de la signalisation et du marquage de la chaussée jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.02, dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et aux employés pour la période du 1er au 31 mai 2020. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.01, ordonnance relative à la programmation d'événements publics. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté en 40.02, en avis de motion et adoption du projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le règlement sur le certificat d'occupation, certains certificats d'autorisation et le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, exercice financier 2020, afin de préserver les valeurs patrimoniales des enseignes d'intérêt. Ouais, donc, c'est le projet qui a été présenté par Marie Plourde en introduction. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter le projet de règlement. Pardon? Juste avant de vous donner l'avis de motion avant. Oh! Je suis allé trop vite. Je suis allé à la conclusion tout de suite. Je suis tellement enthousiaste. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption le règlement 2020-06 modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le règlement sur le certificat d'occupation et certains certificats d'autorisation et le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, exercice financier 2020 et qui visera à préserver les valeurs patrimoniales des enseignes d'intérêt de 17 établissements. Donc, ça permet de voir l'impact de ce projet-là sur plusieurs de nos règlements là, qui seront tous maintenant ajustés avec cette nouvelle réalité de la protection des enseignes d'intérêt. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter le projet de règlement tel que déposé. Très bien, adopté. L'article 40.03, adoption de la résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser le remplacement de composantes architecturales sans reprendre l'ensemble des composantes d'origine sur un bâtiment résidentiel situé au 1 chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.04, adoption de la résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser le remplacement du revêtement extérieur de l'édicule nord de la station de métro Laurier, située au 475 avenue Laurier-Est. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.05, adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser l'aménagement d'un établissement de jeux récréatifs au deuxième étage du bâtiment situé au 4560B, boulevard Saint-Laurent. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.06, adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser l'ajout de 2 étages au bâtiment existant situé au 4535 avenue Papineau. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.07, demande de dérogation mineure pour autoriser l'installation d'une persienne de ventilation non conforme, en dérogeant également à l'apparence d'origine pour le bâtiment situé au 5605 avenue de Gaspé. Vu que personne ne s'est opposé lors de la consultation écrite, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée.
Adopter l'article 4008. Approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour le projet de construction du nouveau théâtre de verdure du parc La Fontaine. Je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4009. Approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de construction d'un immeuble de 2 étages avec mezzanine comprenant 3 logements avec sous-sol et terrasse situé au 4641 avenue Coloniale. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Oui, l'article 4009 est adopté. Article 4010. Refus des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour la demande de permis visant la réfection de la façade commerciale du rez-de-chaussée du bâtiment situé au 351 avenue Laurier-Est. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 6101, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 19 mai 2020. Et le dernier article 7001, levée de la séance. Donc, je propose, appuyé par Richard Ryan, de lever la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 6 juillet 2020. Nous terminons à 20h28. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon été. Profitez bien de nos commerces des rues Saint-Denis, Saint-Laurent, Mont-Royal, Fairmont, Saint-Viateur, Laurier. Bonne soirée.